Dr Florian Congoli. Nous sommes ici sur la place Stanislas, que vous voyez par la fenêtre, dans le grand salon de l'hôtel de ville de la ville de Nancy, où vous allez recevoir la médaille de la ville de Nancy, à l'invitation de l'ALS, l'Académie Lorraine des Sciences, et par son président Jean-Marie Dubois. L'Académie est heureuse et fière d'accueillir ainsi un grand universitaire, auteur de plus de 200 articles et auteur ou contributeur de 92 livres scientifiques, un industriel, PDG de Flogène, start-up créée en 1996 et un grand pèlerin de la science au service de la durabilité. Docteur Congoli, vous avez organisé en 2018 à Rio le sommet des procédés industriels durables où vous avez réussi à réunir 7 prix Nobel pour réfléchir ensemble à des solutions. On comprend bien le premier objectif de cette durabilité des procédés métallurgiques, celui d'économiser les ressources. Qu'en est-il de l'économie d'énergie? Si je comprends bien la question, où est-ce qu'on est avec la politique énergétique? Dans les procédés durables. Oui. On est à moitié de la rue, si je peux dire comme ça. Donc, plusieurs initiatives ont été faites par plusieurs organisations dans le domaine industriel. Mais on est loin. On est loin où est-ce qu'on doit être. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Le potentiel pour utiliser les énergies renouvelables, c'est grand. Mais en même temps, cette potentiel est associé avec un coût qui est élevé. Donc, on a deux tendances qui se contradisent. Pour arriver à un développement durable, on doit arriver en même temps d'avoir des énergies vertes, qui ça veut dire qu'elles sont renouvelables, mais en même temps, il doit avoir un coût qui est soutenable, qui peut durer longtemps. Pour avoir un développement durable, il faut avoir sûrement les deux et il faut remplir ces deux conditions en même temps, simultanément. Donc, au niveau industriel, il y a des très grandes opportunités dans ce domaine, spécifiquement dans l'industrie de procédés de métaux, des mines, les industries de l'énergie qui produisent juste l'énergie. Parce qu'il y a deux côtés de la question énergétique. Un, pour faire les compagnies, l'industrie lourde d'une manière qu'ils fonctionnent d'une manière durable, mais aussi de trouver d'autres moyens de l'énergie qui sont renouvelables. Pour arriver à un développement durable, il faut avoir les deux en même temps. Ça veut dire il faut changer les industries qui sont grands consommateurs de l'énergie, de fonctionner d'une manière efficace, de sauver l'énergie d'une manière, de minimiser leur énergie, l'utilisation de l'énergie. Et ça, c'est primordial. De l'autre côté, il faut trouver les manières pour produire l'énergie d'une manière verte, renouvelable. On doit faire ça simultanément, on doit faire ça en même temps. Si on oublie un ou l'autre, c'est pas bon. Par exemple, on peut développer les énergies vertes, recyclables, mais j'ai mentionné que le coût est grand. Mais en même temps, si on fait la même chose dans les industries existantes pour diminuer, pour faire ces industries efficaces en termes de l'énergie, donc ça veut dire de minimiser l'énergie, ça aide à développement durable. Donc, c'est une voie qu'on doit parcourir d'une manière simultanément. On est loin, l'opportunité est grande dans les deux côtés, dans les deux voies,
Donc, les possibilités sont aussi immenses. On a de très grands boulots à faire pour arriver au but qu'on veut. Merci. Docteur Congoli, vous présentez souvent le développement durable comme une table à 3 pieds, chacun étant totalement indispensable. Sciences et technologies, gouvernance et gestion, éducation et société civile. Dans le domaine de la technologie, l'usage du numérique dans le monde se développe à grands pas et consomme de plus en plus d'énergie. Comment voyez-vous le développement durable dans ce secteur du numérique? D'abord, je vais commencer avec la structure de durabilité que nous, on a inventée. La table à 3 pieds. À 3 pieds. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'il existait de confusion partout dans le monde dans la définition de développement durable. Tous les acteurs, les critères ont été mélangés d'une telle manière qu'on ne peut pas vraiment être concis dans ce qu'on veut dire. Donc, tout le monde, il mettait dans la définition de développement durable n'importe quoi. C'est sûr que tous les facteurs sont importants et pour tous les facteurs, il est en place. Mais il y a une différence entre les facteurs et les critères. Les critères sont arrivés simultanément de protéger l'environnement, de développer la société et d'arriver de développer l'économie, d'assurer la croissance. Donc, si on remplit en même temps ces 3 critères-là, on réalise ce qu'on définit comme développement durable. Mais, ça, ce sont les critères. Les acteurs, c'est différent. Donc, pour nous, on a classifié en 3 parties qui incluent tout le monde. La première, c'est sciences et technologies, le premier pillar, le premier facteur. Le deuxième, c'est la gouvernance et la gérance. Et le troisième, la gestion. Et le troisième, c'est la société civile et l'éducation. Donc, tous les autres facteurs s'appartiennent à une de ces catégories-là. Donc, ça, c'était une nécessité et nous, on a développé ça. Maintenant, dans le domaine de numérisation, ça, il y a très grande nécessité de faire la numérisation des procédés industriels. Moi, j'ai vu un peu différent de vous dans le point de vue que la numérisation, la plupart du temps, pas toujours, il sauve de l'énergie. Parce que, par exemple, on prend l'automatisation. L'automatisation a été considérée comme une activité avant que diminue le nombre d'emplois disponibles pour la société. Il prend la place des employés parce que c'est automatisé. Oui, c'est vrai, mais en même temps, l'automatisation qui vient de numérisation, c'est la même chose. Il élimine la routine dans les travaux des gens. Donc, il libère cet espace-là pour qu'on puisse travailler dans les nouvelles développements, aussi donc, on élimine la routine et on se concentre seulement dans les nouveautés. Et ça, c'est quelque chose, un critère vraiment qui est nécessaire pour arriver à un développement durable. Donc, un des critères de développement durable est de produire avec un coût minimal. Et ça, c'est réalisé par automatisation. Mais on ne peut pas avoir automatisation si on n'a pas de développement numérique. Donc, contrairement à ce qui s'est dit dans plusieurs journaux, nous, on est de l'avis que l'automatisation, c'est une activité durable. Ça veut dire qui fait partie de développement durable. Pourquoi? Parce que ça libère l'espace de la routine. La routine, c'est faite par numérisation, ça pour les robots. Mais le robot, il ne peut pas rien faire si on développe quelque chose de nouveau. C'est l'humain qui développe les nouveautés.
Donc ça peut être fait par numérisation. La numérisation, l'automatisation, c'est un moyen. Et c'est l'humain, c'est l'être humain qui peut peut développer les nouveautés. Et si l'énergie est concentrée dans cette direction-là, l'automatisation a un grand rôle parce qu'elle prend en charge la routine. Mais qu'est-ce qui se passe s'il y a des emplois qui sont coupés à cause de ça? C'est le rôle de l'État d'investir dans l'éducation pour qu'il prenne d'autres, pour qu'il puisse transférer dans le domaine de numérisation, dans les nouvelles technologies. Donc, l'État a un rôle à faire, un rôle pour que ces gens-là qui perdent le travail à cause de la numérisation ou de l'automatisation, de se transférer dans les activités qui sont beaucoup plus utiles pour la société. Donc, une combinaison, une balance de tous ces facteurs-là, en fait de compte, fait l'automatisation et numérisation, ça fait partie de l'automatisation. Pour nous, c'est une activité qui sert beaucoup plus envers le développement durable que contre le développement durable. C'est sûr qu'il y a un balance, mais c'est plus bon que mauvais. Je crois que ce que vous dites est convaincant en ce qui concerne les processus industriels et l'automatisation des processus industriels. Dans le domaine plus de la gestion et de la bureautique, c'est peut-être moins directement convaincant le fait que l'on consommerait moins d'énergie. À cause de, quand vous dites consommer plus d'énergie, dans quel secteur? Dans le secteur de la numérisation des services publics, de la gestion et de la bureautique, de la gestion de l'information. Et l'énergie s'est dépensée beaucoup plus à cause du nombre d'ordinateurs qu'on développe. Dans la consommation de l'électricité, l'énergie, ça c'est une bonne question, ça c'est un bon point de vue. Je ne sais pas s'il y a des statistiques sur ça. Il faut voir les statistiques, mais si on prend en considération l'énergie qui est dépensée pour produire les papiers, pour produire tous les bureaucratiques qui n'est plus utile si on a les ordinateurs. Donc, il faut faire une étude pour avoir la balance de l'énergie. Avoir un bilan total. Oui, si on a un bilan total, nous, on perd le temps. Si on n'a pas un bilan total, par exemple, on dit toujours, OK, on n'utilise plus le papier, on utilise l'ordinateur. Mais pour produire un disque dans l'ordinateur, ça prend de l'énergie, ça prend oui, c'est sûr. Mais, à fin de compte, c'est quoi la durée de vie d'un disque dur? C'est quoi l'énergie qu'il dépense comparé à l'énergie pour produire le papier, pour réinvestir dans les forêts et tout ça. Donc, c'est un vue ensemble. Moi, je n'ai pas de statistiques avec moi, mais justement, ma pensée me dit que on dépense moins de l'énergie avec les numérations si on voit le vue global, que sans numérisation. Ça, c'est juste mon évaluation comme ça. Je n'ai pas vu les statistiques. Je ne pense pas qu'il y ait une statistique globale, mais il faut avoir d'une manière globale. Autrement, on perd de temps. Et ça, c'est la piège de toutes les études. Pas tout, mais plusieurs études. C'est pas assez global. Donc, on prend juste une partie et on dit, OK, ça dépense beaucoup d'énergie qu'avant. Oui, c'est sûr, tu peux dépenser un peu plus qu'avant. Mais le problème est, dans le global, est-ce qu'on dépense moins ou on dépense plus? C'est ça la question, c'est ça l'affaire, le développement durable. Parce que le développement durable, c'est pas, par exemple, dans le domaine dans la nourriture, c'est séparé, dans le domaine de l'industrie séparément. C'est lié. C'est comme si on dit, par exemple, OK, on va changer toutes les voitures en voitures électriques. C'est bon. Mais il faut être attentif, il faut être prudent. Pourquoi? Si l'électricité est produite en utilisant le coal et le gaz, on ne gagne rien. Donc, on fait les voitures électriques, c'est bon. Ça, c'est bon. Si on fait l'étude juste dans le côté des voitures, oh, c'est mauvais, on a réussi de faire des miracles. Non, c'est pas vrai. Parce que l'énergie, dans l'origine, doit être créée d'une manière durable. Parce que
on peut avoir toutes les voitures électriques, mais si l'énergie est faite par coal et ça, donc le critère, ça doit être le global, pas local, pour avoir. Donc, moi, me dit que, justement, concept, si on fait le vrai l'étude, moi, j'ai l'impression qu'on perd moins de l'énergie avec la numérisation que plus comparé avant, globalement. Alors, on va passer aux autres pieds de la table. Lors de vos nombreux voyages, vous rencontrez des ministres, des chefs de gouvernement, des politiciens pour des discussions, des débats ou des conseils. Dans quelle mesure les milieux politiques canadiens et internationaux sont-ils prêts à agir dans le sens que vous recommandez? Toujours, la politique, le gouvernement, les politiciens ont un rôle à faire. Je viens de mentionner que si l'automatisation prend d'espace, réduit le nombre de l'employé dans un secteur de routine, c'est le rôle de l'État qui doit investir pour qu'ils redeviennent réinvestir pour qu'ils ont un emploi qui est plus durable pour éduquer ces gens-là, même gratuitement. C'est parce que c'est temporaire. Mais pas tous les gouvernements pensent le même. Et il y a des confusions. Et la confusion existe même liée les trois critères que nous avons mentionnés, les trois pieds, les critères et les pieds. Les gouvernements, normalement, sont entre des pressions de plusieurs groupes. Mais on peut dire maintenant que tout le monde, par exemple, au Canada, par exemple, il y a un consensus. Tous les partis évaluent d'une manière positive le développement durable. Un consensus, on ne peut pas dire tous, mais les plus grands partis. Aussi, aux États-Unis, on voit le développement dans la direction positive, mais il y a toujours des confusions parce que toujours on revient dans l'analyse locale que globale. Par exemple, si on doit être, quelquefois les politiciens ne sont pas consistants, sont dus à la pression de plusieurs groupes. Il y a juste, je veux mentionner deux cas particuliers. OK. On est en Europe maintenant, on a une crise énergétique. OK? Mais il y a plusieurs années que je ne veux pas mentionner des pays, là, mais je ne pense pas que c'est la France entre eux, mais ils ont fermé tous les nucléaires. Le nucléaire, c'est une production de l'énergie propre. Tout à fait. Oui. Mais la raison était qu'ils ont un grand risque. Mais au moment, on ne peut pas juger pour une technologie s'il est à risque ou non. Le risque, c'est la science et la technologie qui peut améliorer le risque. Et il y a plusieurs manières à faire ça. C'est le rôle de science et technologie. Donc, on ne peut pas prendre juste un critère, oublier les autres et on dit, OK, on va fermer tout. OK, on l'a fait dans quelques pays. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a une crise énergétique et qu'est-ce qu'on dit? On importe du gaz d'autres pays, d'autres continents. Et alors, c'est quoi le but final? Donc, il y a une contradiction. C'est sûr qu'il y a une urgence. Il y a des études qui nous disent qu'on est dans l'urgence. Mais si on répète de telles procédures, alors nous, on dépense plus parce qu'on importe de gaz. C'est illustré actuellement parce que le président français a lancé un programme de construction de nouvelles centrales nucléaires parce que c'est indispensable. Il y en avait déjà beaucoup. Mais... Ah oui, parce que c'est pas, il y a un risque. Il y a un risque partout. Donne-moi une technologie qu'il n'y a pas un risque. Mais c'est la science et la technologie, là-bas, l'autre pilier qui fait ça. Il y a une immense opportunité. L'autre côté, OK, c'est similaire à ça. OK. Je ne mentionne pas les pays, je ne mentionne pas les présidents, les gens de politiciens. Mais quelqu'un, il dit, OK, on va fermer le pipeline de gaz ici, mais on va ouvrir de notre pays.
Oui, c'est une chose de développement durable, ça doit être... Le bilan énergétique reste le même. Ça reste le même. Donc, la confusion existe. Mais c'est quoi la solution? Donc, on connaît le problème, mais on ne connaît pas. On réalise le problème. C'est quoi la solution? C'est une coopération entre les politiciens, le gouvernement, les ingénieurs, les entrepreneurs, les scientifiques, les chercheurs, ensemble. Ce qu'on essaie à faire à notre sommet de développement durable, normalement chaque année. Passons justement aux ingénieurs et aux industriels, parce que dans votre rôle de pèlerin de la science, vous rencontrez beaucoup d'industriels. Est-ce que, dans quelle mesure les divers métallurgistes mondiaux sont prêts à suivre vos recommandations? Il y a deux facteurs qui jouent ici. Là. Dans le secteur de matériaux, de métallurgie, les financements pour bâtir ces réacteurs et ces compagnies géantes est grand. Alors, la voie la plus courte est OK, on ferme tout. C'est quoi la conséquence? Il y a plusieurs employés qui perdent l'emploi, on perd la production, on perd tout. L'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de transformer ces technologies-là, de les transformer d'une technologie durable. Qu'est-ce que je comprends avec ça? De minimiser l'énergie, de minimiser l'utilisation de carbone, de remplacer le carbone avec hydrogène. Il y a immenses de possibilités de faire ça. Et entre-temps, on ne fait pas. Oui, il faut trouver une courbe de transformation qui soit suffisamment progressive. Exactement. Oui. Donc, on revient à la vue globale. Oui, tout à fait. Donc, notre compagnie de haute technologie fait la même chose, fait ça parallèlement. On transforme les industries existantes en utilisant en améliorant leur technologie en faisant durable. Ça veut dire on diminue le coût, on diminue le CO2, on diminue l'énergie, on diminue l'utilisation de carbone, on augmente l'efficacité, on fait recyclable 100% des déchets. Ça, le fait l'industrie, le fait durable. Mais en même temps, on développe de nouvelles technologies en utilisant l'hydrogène au lieu de carbone, en utilisant d'autres manières de production de l'énergie renouvelable. Donc, je pense que l'énergie métallurgique et des matériaux, je pense qu'ils sont plus avec deuxième option. Et c'est plus raisonnable. Mais il faut inclure ici le facteur de l'urgence aussi. Donc, il faut avoir plus de financement d'urgence par le gouvernement pour le développement de technologies durables et pour changer les existants dans les compagnies industrielles qui sont plus durables qu'avant. Donc, encore, comme vous avez dit, c'est une courbe qui doit être optimum, qui prend en considération les financements qui ont été faits, l'urgence de l'environnement et aussi le développement de la croissance économique. On ne peut pas oublier la croissance économique. Et ces optima existent? C'est sûr. En fait, entre autres, c'est notre métier, dans notre compagnie. C'est ça qu'on fait. On trouve l'optimum. Ce n'est pas évident tout le temps, mais c'est possible. Merci beaucoup, Dr Congoli. C'est vraiment plaisir. Bon séjour à Nancy. Jean-Claude Derniam, Académie Lorraine des Sciences. Merci beaucoup. Je suis très content qu'on ait eu cette conversation. Et ce type de conversations-là sont les meilleures qu'on peut faire pour arriver à un développement durable. Merci. Merci.